Monsieur Badi Aïdara, alors comment vous, du côté du Mali, vous vivez cette campagne, le disait, cette foultitude de fake news qui s'abat actuellement sur le Mali? Alors, nous prenons ça avec énormément de recul parce que nous vivons la situation. Nous avons nos proches à l'étranger qui nous appellent à l'armée dans les différents pays, que ce soit en Occident, au Sénégal, hors de l'AES, qui ne connaissent pas la situation, qui nous appellent inquiets, qui imaginent une situation d'apocalypse. Effectivement, c'est des choses que nous prenons avec énormément de recul parce que, vous savez, on l'a dit, l'école a repris le lundi. Les enseignants arrivent à aller à l'école, les parents arrivent à déposer les enfants à l'école, donc c'est le témoin d'une reprise normale. Et en plus de ça, pendant qu'on avait toutes ces polémiques, vous savez qu'il y avait le parc d'exposition Bamako Exposition concernant les armes qui a eu lieu à Bamako pour les 2 premiers jours, et il y a eu des démonstrations d'armement qui se sont faites à Klukoro, à peu près 60 km de Bamako, pour dire que si Bamako était encerclé, comment toutes ces délégations et toutes ces personnes-là viennent à Bamako. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de blocus, les compagnies de transport continuent à circuler entre Bamako-Ségou, Bamako-Sigasso. Il y a eu à un moment donné des tentatives de créer une psychose. Il faut rappeler qu'ils ont réussi à attaquer 3 ou 4 convois depuis le début de cette crise, et ça fait pas mal de jours qu'on n'a plus d'attaque, et que depuis que le dispositif sécuritaire a été mis en place, que les camions arrivent à rentrer. Donc les déplacements des gens à Bamako ne sont pas entravés, et à l'intérieur de Bamako, et pour sortir de Bamako, pour aller dans les régions. Le trafic est là, le trafic est dense, il y a même des embouteillages par moment. Maintenant, pour revenir à la propagande, vous savez, nous sommes habitués à cela. Un de mes co-débatteurs parlait de narratif et de colonisation. Pour que ces États occidentaux puissent entreprendre de venir nous attaquer, il a fallu véhiculer un certain narratif, une certaine image du noir pour justifier auprès du monde entier cette entreprise atroce, inhumaine. Et on est dans la même logique. On a fait croire que nous n'étions pas des humains, que nous n'avons pas de droits, etc. Et là, ce qui se passe ici, ça me rappelle un peu le contexte des indépendances. Vous savez que la France n'a pas voulu donner les indépendances, donc elle a préparé un projet de constitution avec un référendum qui a été organisé dans tous les pays à coup de corruption des élites. Et dans cette logique-là, un certain nombre de pays ne voulaient pas de cette tutelle. C'était une indépendance sous tutelle. Et les pays qui ont osé à l'époque refuser de rentrer dans cette logique, il fallait les donner des leçons. Il fallait montrer au monde entier que si vous n'êtes pas d'accord avec la logique occidentale, eh bien, rien ne se passera de bien pour vous. Et il fallait donner une leçon. Et on a vu le sort qui a été réservé à tous les leaders de l'époque. Je commence par le plus illustre et le plus âgé d'entre eux qui nous concerne, Modibo Keïta. On a vu Sékou Touré, et plus tard, dans les années 80, on a vu l'illustre Thomas Sankara, que son âme repose en paix, et continue à inspirer les Africains du monde entier. On a vu ces cas-là, toujours avec pour objectif de dire, mais attendez, vous qui n'êtes pas d'accord avec nous, les Occidentaux, eh bien, nous sommes la seule voie pour votre salut. Et quand on a des pays de l'AES qui décident de faire cette guerre seuls, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des forces armées de l'AES qui se battent nuit et jour pour que nous puissions tenir ces débats-là dans de bonnes conditions, que RTB puisse bien fonctionner, que nos pays fonctionnent correctement. L'enjeu est très important parce qu'il faut se rendre compte quand même que si nous réussissons à démontrer à tous les pays africains et les pays de l'Amérique latine qui sont dans les mêmes situations que l'homme noir est capable de se défendre lui-même, de ramener la paix, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Tous les pays vont faire de même.
Je vous rappelle que la majorité des pays africains font face à des crises de rébellion, de terrorisme et de sécession. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse collective africaine n'a pu aboutir. Eh bien, la réponse collective africaine qui est en train de prendre un bon chemin, mettez-vous à la place de ceux qui ont des intérêts. Ils vont vouloir arrêter cet élan. Et ils mettront des moyens extraordinaires pour cela, parce que les enjeux sont énormes. Peut-être que je ne sais pas si je pourrais revenir sur ces enjeux économiques et financiers, mais les enjeux sont énormes. Et c'est tout à fait logique qu'ils mettent les moyens nécessaires, tous les moyens nécessaires pour arriver à cela. En face, nous devons nous apprêter et c'est une lutte de longue haleine. Monsieur Haïdara, alors comment les populations maliennes font face à cette situation surtout? Est-ce que cette résilience se manifeste, en tout cas au plus bel des jours en ce moment? Ces opérations de propagande médiatique constituent à consolider l'esprit patriotique malien. Nous avons vu lors de cette crise des personnes qui ne partageaient pas certaines prises de position de nos pouvoirs reconnaître qu'en réalité, ils commencent à comprendre beaucoup de choses. Parce que quand le narratif occidental est assez ancré dans les populations des jeunes, il arrive très souvent qu'ils croient à ce narratif par rapport à ce qui est dit par leurs gouvernants. Et je suis très satisfait aujourd'hui de constater que les peuples sont de plus en plus éveillés, sont de plus en plus informés, et plutôt que de créer une distance entre nos pouvoirs et le peuple, ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte des enjeux de ce qui se passe. Parce que s'ils avaient fait que 2 ou 3 reportages, beaucoup n'auraient pas compris. Mais même certaines personnes pro-occidentales se sont rendues compte de l'acharnement et ont dit, mais attendez, c'est vrai que nous ne partageons pas certaines options, mais là, force est de constater que ce n'est pas vrai ce que vous dites. On a même eu des gens qui ont commencé à filmer leur quotidien, montrer les concerts qui a eu lieu à Bamako pendant cette période. On a eu des concerts avec des milliers de personnes. Les gens ont partagé leur quotidien, les gens ont dénoncé. Et je suis vraiment satisfait de me rendre compte que ces propagandes-là ne marchaient pas comme avant. Par exemple, on a eu la même propagande en 2012. Elle a tellement réussi que même nos autorités de l'époque étaient pris par cette propagande et avaient appelé la France au secours pour venir. Donc les populations de l'AES, il ne faut pas s'inquiéter, et du Mali, elles ont compris les enjeux, elles commencent à comprendre les enjeux avec tous les discours que nos présidents ont faits. C'est le lieu de saluer vraiment le président Ibrahim Traoré qui a fait beaucoup de travail de pédagogie pour que les peuples puissent comprendre les enjeux qui se passent. Et c'est ces résultats-là que nous sommes en train de voir. Pour moi, l'enjeu, ce n'est vraiment pas les gens qui sont dans les pays de l'AES. L'enjeu, c'est les opinions africaines et l'opinion internationale. C'est ça où la bataille se joue. Monsieur Badi Haïdara, alors, Monsieur Haïdara, selon vous, est-ce que le travail abattu par les autorités, par le citoyen lambda, ça a été dit, par les médias locaux pour déconstruire cette image que les médias occidentaux ont voulu construire autour du Mali a vraiment porté des résultats? Alors, ça a apporté de très bons résultats pour plusieurs raisons. Déjà, il y a tout le travail que les médias classiques ont fait en faisant des émissions de ce genre pour faire témoigner. Parce que je rappelle que même au sein de l'AES, certains au Burkina qui n'ont pas l'opportunité de connaître de la famille, donc sont obligés de se renseigner par les médias. Et avec ces émissions-là, on a pu vraiment se rendre compte. Mais le plus important, c'est qu'en réalité, nos officiels n'ont même pas eu besoin de faire énormément d'actions en tant que telles. Hein. C'est la population qui s'en est chargée. C'est vraiment les populations africaines, même pas de l'AES, africaines qui s'en ont chargées. Durant cette période, il y a beaucoup d'Africains qui ont quitté leur pays pour venir à Bamako et montrer aux gens qui les suivent, voilà ce qui se passe sur le terrain. On a eu le cas de Bravador, on a eu le cas de d'autres influenceurs qui ont filmé en live la Tour d'Afrique, l'entrée et la sortie de Bamako pour montrer aux gens que en réalité c'est concret. Donc tous ces messages-là ont été relayés et nos autorités ont réuni les influenceurs, les personnalités écoutées pour mettre en place une riposte et que chacun d'entre eux montre
aux gens qui les suivent que la situation se passe très bien. Donc en réalité, la riposte a merveilleusement fonctionné. Les gens sont sortis pour défendre leur pays. C'est pour ça que je disais que, en réalité, ce genre d'action a eu l'opération inverse. Parce qu'il faut le dire, je reviens sur 2012, au Mali. On parlait d'une longue colonne de djihadistes qui avancent vers Bamako. Ils avaient même théorisé le concept de vendredi noir, c'est-à-dire que la colonne est en train d'avancer et ils vont aller faire la prière de vendredi à Koulouba, à Kati. Et à l'époque, les gens croyaient ça. Tentative. Elle n'est pas sa première tentative. Sauf que la majorité des Maliens ont cru à ça à l'époque. Mais aujourd'hui, nous en rigolons tous. C'est de la comédie. Mais figurez-vous que ce n'était pas le cas en 2012. C'était l'inquiétude que ça a installée. Et ça a permis de légitimer leur intervention. Et les opinions africaines sont en train de comprendre, sont en train de se réveiller. Et pour cela, il faut que les complots, la dynamique qui est contre nous, il faut que ça soit dénoncé par nos élites, nos chercheurs, nos hommes de pouvoir. Parce que quand c'est dit par des gens comme nous, on considère que nous ne sommes pas dans les affaires, que nous connaissons pas les choses. Parce que avant, c'était l'Afrique d'en bas qui dénonçait l'impérialisme. Maintenant, les dirigeants sont en train de nous rejoindre et ça donne plus de poids et plus de structure. Et un élément aussi important à retenir dans cette riposte, les chaînes sont fermées. Les chaînes de propagande sont suspendues dans l'espace AES depuis belle lurette. Penserez-vous que les effets auraient été pareils si ces chaînes radio étaient encore ouvertes chez nous? Je vous rappelle que le premier vecteur d'information dans nos pays avant de la masse, c'était RFI. Ils avaient des fréquences dans toutes les régions, toutes les contrées, les villages les plus profonds, ils étaient diffusés. Figurez-vous qu'ils diffusaient l'information en langue locale. Ils avaient commencé à faire des émissions en Bambara, en Moré, en Malinké, etc. Imaginez si toute cette force de frappe était opérationnelle dans l'AES. C'est pour ça que j'ai dit que nos autorités n'ont pas eu à faire des choses particulières, mais ils avaient déjà posé les préalables pour que la riposte puisse se faire. Dieu merci, on a fermé ces médias. Sinon, on serait encore dans d'autres problèmes aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus, nous devons davantage fermer d'autres médias qui véhiculent ce genre d'informations. Et nous souhaitons que ça ne soit même pas des suspensions, mais des retraits définitifs de diffusion.